Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Une belle semaine s'annonce à Radio Grand Lac et ce soir, dans notre émission gourmande, nous allons découvrir de magnifiques produits, bien d'ici, du petit escargot à la biquette, sans oublier nos vins de Savoie, évidemment, à consommer avec modération. Nous irons donc à Mognard, puis à la Biole et nous finirons à Porte de Savoie. Un panier bien rempli ce soir, il y a du terroir sur la table, on peut le dire. Nos invités passionnés sont là et j'ai hâte de vous les présenter. Nous accueillons donc Corinne Picolet de la maison L'Escargot de Droisette à Mognard, Marc Bertrand de la ferme de Verte Colline à la Biole et Blandine Caillet du domaine des Anges aux Portes de Savoie. Ça s'annonce gourmand et très gourmand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Bonsoir. Bonsoir. C'est à Mognard, sur la commune d'Entrelac, avec des gastéropodes, que l'on découvre la ferme de Corinne. Une ferme, une maison d'élevage hélicicole où évoluent aujourd'hui 400 000 escargots dans un cadre en plein air. Qu'est-ce qu'ils sont chanceux ces escargots. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Donc parlez-nous un petit peu de votre maison, de votre ferme. Oui, j'ai attaqué en 2010 en fait l'élevage d'escargots. J'ai commencé avec 25 000 escargots. Et j'ai grandi tranquillement. Donc aujourd'hui, on a construit un laboratoire à Mognard. Donc je suis complètement autonome sur la fabrication. D'accord. Et on a agrandi le cheptel à 400 000 bêtes à cornes. Oh, tous chouchoutés alors ces escargots. Hein. Oui, tous chouchoutés. En plus, on a eu un temps idéal pour les éleveurs d'escargots cette année, pas pour d'autres vignerons. Oui. Le miel, tout ça, ils ont souffert. Nous, ça a été vraiment un climat idéal cette année pour les escargots. Donc ensuite, comment ça se passe un petit peu? Pourquoi Droisette, l'escargot de Droisette? Droisette, c'est le lieu-dit en fait du chemin où j'ai commencé l'élevage. D'accord. Donc aujourd'hui, on va changer d'adresse puisque on se retrouve derrière l'église de Mognard où on est en train de créer le chemin des escargots. D'accord. Par le biais de la mairie, puisque c'est un chemin qui n'était pas identifié, qui va à la Châtaigneraie. Donc on attend. Normalement, c'est validé. Donc on va se retrouver plus là-bas. Les gens, il y aura un magasin où on pourra accueillir les gens. Donc vous allez toujours avoir ce nom, par contre, l'escargot de Droisette. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il reste toujours dans Mognard. C'est un chemin qui est sur Mognard et il restera l'escargot de Droisette. D'accord. Donc, comment ça se passe un petit peu ces élevages d'escargots? On commence à les mettre en parc de avril à début juin. Donc moi je fais pas la reproduction, donc j'achète les naissins au Château Renac à la Motte Servolex. C'est un élevage d'escargots qui du coup fait la reproduction pour les éleveurs d'escargots. Donc on commence en mars à préparer les parcs. Ensuite on accueille donc les naissins. On les laisse à peu près une quinzaine de jours où on a planté du colza fourragé, du radis fourragé. On peut aussi bien mettre de la moutarde, du trèfle. Du coup, ça leur permet d'avoir un lit végétaux pour les accueillir et être bien. Donc, ils vont commencer à manger tout ce qu'on a planté. Ouais. Et ensuite, on a un complément alimentaire du Moulin Marion dans l'Ain. En fait, un aliment bio qui est exclusivement pour les escargots. D'accord. Qui permet d'avoir un petit peu de calcium aussi pour les coquilles, pour le renforcement des coquilles. Et donc, on va régulièrement les arroser pour les stimuler à sortir le soir quand il fait très chaud, puisque l'escargot est nocturne. Mm-hmm.
Et donc on va essayer de faire attention aux prédateurs. On a été beaucoup attaqué par les rats cette année. Donc voilà, on est assez vigilant là-dessus, à mettre un petit peu des pièges autour des parcs pour éradiquer les prédateurs. Sinon, dans l'ensemble, l'escargot a pas de maladie. Il souffre, il va aussi bien souffrir de la chaleur que trop de pluie, trop d'humidité aussi. Il faut quand même qu'il y ait un climat assez sympa. Parce que sinon l'escargot va végéter et va pas forcément manger, il va hiberner, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. D'accord. Donc on essaye de le stimuler avec des arroseurs le soir et puis il va manger la verdure ou les céréales. Et ensuite, vous allez vous fier à sa taille intérieure, puisque comment ça se passe? C'est la coquille aussi? Vous regardez tout ça? On regarde d'abord les coquilles bordées. Donc, Qu'est-ce qu'on appelle coquille bordée? Coquille bordée, en fait, c'est vraiment la coquille qui fait une petite casquette qui est vraiment dure et nacrée sur l'intérieur de l'escargot, où en fait, elle est finie. Donc, c'est vraiment un adulte et un reproducteur. Donc, on va d'abord faire des ramassages sur ces escargots-là pour que les autres puissent grandir tranquillement, parce que l'élevage n'est pas homogène. On peut très bien avoir des escargots qui n'ont pas beaucoup mangé et qui sont restés petits et qui vont prendre leur temps plus que d'autres. Vous les mettez peut-être pas tous en même temps non plus? Pas tous en même temps, mais dans un parc où on les aura mis en même temps, ils vont pas tous grandir pareil. D'accord. Ouais. Donc, du coup, on va d'abord privilégier les bordés et ensuite, on va tout ramasser puisque c'est un escargot qui est le gros gris. Oui. De son nom latin, Elixir aspersa maxima. C'est que vous qui pouviez le dire ce soir. Et du coup... On le refait. Du coup, il n'a pas la capacité de s'enterrer comme le Bourgogne. Oui. Le Bourgogne va mettre 3 ans à devenir adulte, donc il n'y a pas d'élevage de Bourgogne, c'est vraiment de l'état sauvage. Et beaucoup de Bourgognes sont importés en France. Donc, en fait, l'escargot gros gris a une capacité de entre 5 et 6 mois à devenir adulte. C'est pour ça que, du coup, chaque année, on refait un élevage d'escargots. Et l'hiver, on les conserve pas à l'extérieur puisqu'ils n'ont pas cette capacité de faire une opercule pour se protéger. Alors, il y en a qu'on va trouver parce qu'ils ont trouvé une super cachette sous un bois ou dans des gros feuillages, voilà. Mais on peut pas prendre le risque de les laisser l'hiver pour ceux qui n'ont pas assez grandi pour pouvoir les garder l'année prochaine. On peut les mettre en chambre froide et les faire hiberner et les remettre en parc. En avril, c'est plus prudent. D'accord. Est-ce qu'on appelle ça une escargotière? Oui, une escargotière, oui, tout à fait. Oui. Et alors après, donc vous les ramassez à la main. On va passer un petit peu sur ce côté de procédé. Puisqu'à un moment donné, ils vont atterrir ailleurs. Oui. pour notre bon palais, on va dire. Oui, ensuite on les ramasse à la main. Donc c'est vrai qu'on manipule 11 fois l'escargot. Ah oui. Ouais, entre le fait de les mettre en parc, ensuite de les ramasser. Donc on va les ramasser, on va les mettre dans des filets très ajourés pour qu'ils puissent respirer. On va les laisser jeûner pendant 48 heures. Donc là, on va les mettre sur des grillages où ils vont rester tranquilles et on va faire en sorte qu'ils se mettent en hibernation pour qu'ils soient vraiment rentrés dans leur coquille. Donc le fait de jeûner, ils s'auto-nettoient au final? En fait, ils vident complètement leur intestin en 48 heures et ensuite on peut ou les mettre en chambre froide ou les mettre devant des ventilateurs pour qu'ils essayent d'enlever leur humidité pour qu'ils puissent bien s'endormir et rester en hibernation. Donc, ils peuvent y rester 3-4 mois. Nous, on essaye de faire ça tous les 10 jours. Donc ensuite, une fois qu'ils sont bien endormis, on va passer à la phase de décoquillage. Donc là, on va jeter directement les escargots dans l'eau bouillante et on va décoquiller donc un par un l'escargot. Et enlever les pâteaux, donc c'est le foie
que nous, en France, on ne mange pas. En Espagne, ils vont manger les escargots en entier, mais nous, on va enlever le foie qui est un petit peu amer, en fait. C'est ce qui est un petit peu gluant, enfin, qui ressemble un petit peu, non ? Non, c'est pas. Non, on le voit pas ça, nous. Non, on le voit pas, ouais. D'accord. Non. Nous, c'est ce qu'on enlève en fait pour justement que l'escargot soit propre et nettoyé. Et c'est une chose qui est amère ? Oui, c'est assez amer D'accord. en fait. Puis même s'il a vidé son intestin, il reste toujours une amertume en fait. Donc du coup, surtout sur les petits, on va pas le sentir, mais sur les gros, on va vraiment le sentir. Donc du coup, voilà, on calibre les chairs du petit, moyen, gros, suivant les tailles qu'on va avoir à l'œil. Ouais. Et ensuite, on va les brasser au gros sel pour enlever le mucus que les anciens faisaient vivant sur l'escargot. D'accord. Donc, on va brasser énergiquement au gros sel. On va donc retirer ce mucus et on va les rincer abondamment à l'eau. Et là, on va les refaire blanchir 10 minutes dans de l'eau bouillante avec du vinaigre et du sel. D'accord. Donc, comme on est sur un élevage assez important, on peut pas faire du décoquillage et de la fabrication en même temps. Donc, on va surgeler ces chairs blanchies et on va les utiliser, on va les ressortir pour les préparations quand on va faire du courbouillon, donc maison, avec le céleri, les carottes, le vin blanc. D'accord. Donc là, on va les cuire 2 heures. Oui. Et ensuite, on va faire toutes les préparations De vos produits de que nos vous proposez. produits qu'on propose. Oui. D'accord. Justement, en produits, vous avez une belle gamme, je trouve, que ce soit pour l'apéritif, à déguster, en tartine aussi. Là, justement, donc, en apéritif, vous avez l'escapéro. En plus, vous leur avez donné de jolis noms. On en trouve au basilic, à la tomate, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est toute la base de conserve. Donc, c'est vrai que pour moi, l'escargot, on n'est pas obligé d'attendre les fêtes pour le manger, en fait. C'est vrai que ça commence un petit peu à rentrer un peu dans les mœurs de le manger à n'importe quelle saison. Donc, c'est vrai que c'est facile, du coup, de picorer ça à la sauce tomate, en apéritif, l'été, au basilic. Tout à fait. Ensuite, c'est vrai que j'aime faire des nouvelles recettes avec les escargots. Donc, je fais aussi des brochettes d'escargots au magret de canard. Donc, poivron, oignon, badigeonné de beurre persil. Il faut toujours qu'il y ait un rappel quand même avec ce beurre. Oui. Et rouler dans la chapelure. Et c'est vraiment excellent. Et là, comment ça se vend, à vrai dire, le client a ça sous vide, surgelé, Oui. Comment c'est ? Oui. Genre, par exemple, les brochettes, c'est vrai que Brochettes, Oui. je les fais aussi bien donc en frais qu'en surgelé. Je vais plus les faire en surgelé sur la période hivernale parce qu'on a beaucoup de transformations en persillé, en beurre. Donc voilà, ça prend quand même beaucoup de temps à fabriquer les brochettes. Oui. Mais en fait, j'ai exploité énormément le frais qui marche très bien sur les marchés. Les gens aiment les produits frais, donc on va les retrouver aussi bien en surgelé qu'en frais. D'accord. On a aussi des mousses d'escargot. Vous avez appelé escargot toast. Aussi des terrines. On retrouve par exemple, vous nous avez apporté une terrine campagnarde. Oui. Donc terrine campagnarde, c'est du porc, de l'escargot et des orties. Donc j'essaye de travailler aussi avec des produits locaux. Donc, le porc vient de la ferme de Césarieux, la ferme des Marais chez Christelle Mornieux, qui, du coup, fait un porc plein air. Les orties, elles viennent de chez Jacques et Isa, dans les Bauges du Cul du Bois. D'accord. Voilà, le basilic, il vient de chez Jeff de Moy, de la spiruline, puisqu'il fait aussi les plantes aromatiques. D'accord. Voilà, le beurre, il vient de nos amis de la coopérative de Trévignan et Saint-Ours. J'ai commencé depuis 2010 avec eux, donc
j'essaye de travailler vraiment les produits. On a locaux. vraiment des produits. On est en circuit très court. Oui. On le remarque. Comme vous nous l'expliquez. On a également donc ces mousses d'escargot. Alors c'est pour une petite tartinade comme ça. Oui, en fait c'est essentiellement le beurre persillé, un peu plus aromatisé avec l'escargot mouliné. Donc on fait chauffer au bain-marie et on tartine sur du pain. Et on retrouve vraiment ce goût de la persillade. Et voilà. Et les gens qui n'aiment pas avoir la bête, oui, c'est pratique et c'est bon. Tout à fait, ça a l'air très bon. Après, on a le prêt à déguster. Alors, les escargots en coquille, bien sûr, qu'on va tous déjà commencer à acheter pour les fêtes de Noël, en tout cas à commander, puisque c'est vrai que souvent, sur des artisans comme vous, où il y a... de la qualité, de l'excellence même, j'ai l'impression. Forcément, il y a des bons de commande qui doivent être peut-être... Oui, c'est préférable. Quand on est à 15 jours de Noël, malheureusement, commander, oui. Donc, on a ces escargots en coquille, donc toujours à la bourguignonne, mais pas que. Oui. Vous en avez aussi... Tout à fait, on a la coquille, on a la croquille aussi. C'est une pâte de froment qui ressemble à un cornet de glace, qui est croustillant en bouche et qui du coup permet de tout manger, qui dénature pas non plus la persillade et l'escargot. Ensuite, on a les petites feuilletées, donc ça c'est les petits bouchées à la reine. Donc, on a élaboré plusieurs farces au beurre. On a du beurre à la tomate, à la noix, au roquefort et à la persillade. D'accord. On va, je pense, cet hiver, faire un petit beurre à la truffe pour, je pense, les 15 derniers jours de Noël. Voilà, ce sera une exclusivité. Truffe noire ou truffe blanche ? Truffe noire. Truffe noire. Mais il n'y aura pas beaucoup de quantité. Oui. Peut-être mélanger avec un petit champignon de Paris ou... Non, mélanger un peu avec de l'échalote. D'accord. Je trouve que du coup, ça amène un peu une structure dedans. D'accord. Et la truffe. Après, on a un joli fricassé d'escargot aux champignons et vin blanc de Savoie là que vous nous avez aussi apporté pour découvrir vos fabuleux produits. Donc ça, c'est cuisiner donc ? Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire chauffer et accompagner d'un autre aliment. Ça peut très bien se mettre avec des tagliatelles, des pommes de terre. Vous pouvez même mettre sur un poisson, sur une viande. C'est essentiellement de la crème fraîche, des champignons qui sont pris à la maison des champignons, à la Motte Servolex. Ouais. Donc voilà, et vous avez juste à faire chauffer et à déguster. Il y a 24 escargots dedans. Et après, on a aussi les prêts à cuisiner. Bon, alors, il y a d'autres... vous pouvez trouver tout ça justement sur le site internet ou vous téléphonez également. Il y a aussi du boudin blanc aux escargots. Ça a l'air assez délicieux. Des quenelles aussi aux escargots. Oui. Donc les quenelles, elles sont faites à façon avec les frères Nolot de Nantua, un petit artisan quenellois. Et du coup, on a fait un mélange de volaille et d'escargot et c'est assez onctueux. On peut les faire poêler ou les faire en sauce avec de la crème, des champignons. Ceux-là, on les trouve, par exemple, le boudin blanc ou les quenelles, c'est régulier ou il n'y a que certains jours ? Comment ça se passe ? Parce que je pense que vous avez énormément de travail, donc ça, c'est en plus des préparations supplémentaires. Là, ça devient assez régulier. On commence à rentrer dans la période hivernale, donc boudin blanc et quenelles, on les a assez régulièrement maintenant. D'accord. Les boudins blancs, ils sont assez parfumés aussi. Je fais infuser des légumes avec des épices et du coup je mélange avec de la volaille et de l'escargot et c'est vraiment, ça ressort à picorer à l'apéro, c'est assez sympa. On a faim, ça nous donne faim tout ça à cette heure-ci. Et après, il y a aussi donc les escargots courbouillonnés, c'est ça. Voilà, après, tout à cuisiner, fait. Ça, c'est vraiment les gens qui aiment faire leurs recettes, qui aiment faire leur beurre, ils vont retrouver aussi des bocaux avec les escargots tout prêts, juste à accompagner de leur sauce et de leur préparation.
Alors je rappelle, donc c'est l'escargot de Droisette, c'est Corinne Picolet qui a une très belle escargotière. Son circuit de distribution, eh bien c'est un circuit court également, hein. On a dit on vous retrouve la fromagerie de Saint-Ours et la fromagerie de Trévignan qui sont nos partenaires de l'émission, et on les embrasse, et on embrasse aussi Hervé ce soir. Puisqu'il nous a mis en relation notre adorable Hervé. Vous avez également une distribution au verger Tissot, par exemple, que j'ai rencontré ce week-end à Tokissim. Et vous avez également d'autres magasins. On peut peut-être en citer quelques-uns. Oui, après j'ai aussi mes magasins de producteurs que je suis associée. Donc le magasin Myriade à Grésy-sur-Aix, oui, où vous pouvez me retrouver suivant les jours de permanence que je vais effectuer. Et vous avez aussi Saveur Campagnarde à la Motte Servolex. Voilà, on vous retrouve sur les marchés, oui, également. Marché d'Aix-les-Bains, marché de la Biole. Aix-les-Bains, c'est le mercredi et le vendredi et le samedi matin. Et le samedi matin. Oui. Donc mercredi, samedi matin sur le marché d'Aix-les-Bains, c'est à l'intérieur des Halles. Oui, tout à fait. Vous êtes. Oui. Et ensuite, vous êtes où? Sur quel marché? Donc ensuite, je fais le marché de la Biole le vendredi soir de 16h à 19h. Donc une fois sur deux, puisque on fait Saint-Félix aussi le vendredi soir. Le mercredi soir, on fait Quintal aussi de 16h à 19h, mais une fois sur deux. Oui. Le jeudi soir, on fait Sévrier, donc à la GEC du Bouquet Savoyard. C'est un maraîcher qui nous accueille avec plein de produits locaux. Donc même les Hauts-Savoyards peuvent avoir vos très bons produits. Tout à fait. Et on fait Marigny-Saint-Marcel le jeudi soir. Oui. Et on fait aussi, donc une fois sur deux, on est un coup à Marigny-Saint-Marcel ou à Grésy-sur-Aix. D'accord. Et ensuite, on fait, je pense que si, j'ai pas oublié. Je suis rentrée à Vieux-Gy récemment, le samedi matin. On peut vous retrouver dans pas mal d'endroits. Il n'y a pas de raison de pas découvrir vos escargots et votre très très belle gamme. En tout cas, tout ça fait avec amour, ça se sent. Et puis on vous retrouve aussi sur des manifestations, et notamment ce dimanche 31 octobre sur une journée porte ouverte avec repas. Parlez-nous-en un petit peu, Corinne. Alors c'est la dernière porte ouverte de l'année, donc c'est dimanche 31. On fait un petit clin d'œil à Halloween. Les enfants, ils peuvent venir déguisés. Ils auront une petite surprise. Il y a des animations enfants, la course aux escargots, la visite de la ferme, où là, du coup, j'explique comment se fait l'élevage d'escargots. Et ça fait 2 ans qu'on a instauré un petit repas à l'escargot qui a très bien fonctionné. D'accord. En 2019. Du coup, on va retrouver un flan aux escargots à la crème d'ail et persil. Ouais. En plat, on aura une fricassée d'escargots au cèpe sur écrasé de pommes de terre. Le fromage fermier pris à la coopérative de Saint-Ours, avec le lait, la crème, le beurre pour agrémenter le plat, et un petit moelleux à la châtaigne avec sa mousse légère qui va, on est en plein thème automne. Donc un beau dimanche dans notre campagne. Et vous accueillez aussi ces producteurs dont vous nous avez parlé en confiture et en miel aussi. Oui, tout à fait. Donc j'ai une petite productrice de confiture qui vient récemment s'installer, qui est plutôt du côté de M, et qui s'appelle Cueille-moi une fleur, qui fait des confitures assez originales. Donc, elle va venir exposer ce jour-là. Et ça permettra aussi par la suite de retrouver ces produits au magasin de la ferme. Et on a Antoine Volpi, qui est de la Biole, qui fait du miel, qui sera présent et qui, du coup, va aussi
avoir ces produits à la ferme par la suite. Donc ça permet aux gens de venir découvrir et de savoir que ces produits vont être au magasin, qui à l'escargot va de arriver, Droisette. voilà, exactement. Donc c'est de beaux projets en perspective. Nous à Radio Grand Lac, on vous souhaite tout le meilleur Merci. encore, puisque vous êtes très très bien partis et beaucoup de monde vous encourage, vous soutient. Donc pour vous retrouver, je rappelle, c'est l'escargot de Droisette, c'est à Mognard, chemin des escargots, donc c'est derrière l'église de Mognard. Pour le repas, on va dire, de ce dimanche 31, eh bien c'est uniquement sur réservation. On peut donner le numéro de téléphone ? Oui, pas de souci. Allez-y, je vous laisse Alors, le donner. c'est le 06 83 47 31 49. Donc jusqu'au 29 octobre, les gens peuvent réserver. Voilà, vous pouvez réserver pour ce superbe repas à la campagne avec les escargots. Vous verrez Corinne et d'autres producteurs également ce jour-là, lors de cette journée. Corinne, merci beaucoup. On reste bien sûr avec nous, on reste ensemble. On se retrouve après une petite page musicale avec nos autres invités. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, votre radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec monsieur Marc Bertrand, un éleveur de chèvres, la ferme de Verte Colline, que l'on continue cette gourmande émission de ce lundi. Donc c'est direction la Biole. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Parlez-nous de vous. Oula, que dire. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur de chèvres ? Ça fait depuis 2015 du coup qu'on est installé à la Biole. Oui. On a commencé avec une trentaine de chèvres, puis on a accru le troupeau jusqu'à aujourd'hui pour avoir 80 laitières en tout. 80 laitières plus les chevrettes d'élevage. Qu'est-ce qu'on appelle laitière, chèvre laitière ? C'est celle qu'on traite, quoi. Du coup, on a 80 chèvres laitières qu'on traite toute l'année. On a 2 lots de mise-bas, nous, pour avoir du lait toute l'année. On a un lot de printemps. Qu'est-ce que c'est justement des mise-bas ? C'est-à-dire elles sont là juste pour se reproduire ? Non, en fait, du coup, il faut que la chèvre elle fasse un petit pour qu'on puisse avoir du lait. Donc voilà, on a des mise-bas de printemps, ouais. Donc février, mars. Comme ça, on a du lait pendant 10 mois après. Et puis on a des mise-bas d'automne en ce moment. Oui. Donc octobre, novembre. Ça nous permet d'avoir du lait toute l'année. Parce que sinon, en fait, la chèvre, on la traite que 10 mois sur 12. Elle a 2 mois de tarissement. Le fait d'avoir 2 lots de mise-bas, ça nous permet d'avoir du lait toute l'année. Ouais. D'accord. Eh moi, je comprends mieux. Vous aussi, je pense. Ça fait du travail, ouais. Oui. Après, Donc, combien de chèvres au total ? Donc, 80 peu. 80, ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a 80 chèvres, là, en ce moment. On en a un peu moins, vu que c'est les mise-bas. Donc, on va en avoir une cinquantaine, qui nous font entre 3 et 4 litres à peu près par jour. Et on fabrique tous les jours différents fromages. Du frais, du tarentais, de la bûche. D'accord. Donc lait pour vendre en tant que lait et lait pour ensuite faire du fromage non, ou que du fromage ? Lait que pour faire du fromage, ouais. Que pour du fromage, voilà. D'accord. Vous faites la traite à la main ? Comment ça se passe ? Non. On a un élevage traditionnel, mais on est quand même assez moderne, donc on a une machine à traire. On a une fromagerie qui est aux normes, qui est équipée de plusieurs salles, une chambre froide, une salle qu'on appelle un séchoir où on maîtrise l'ambiance, l'hygrométrie, la température pour pouvoir affiner le fromage. D'accord. Et puis une grande pièce qui nous sert vraiment à fabriquer le fromage, à le mouler. Donc là, c'est une pièce qui est plutôt chaude et humide, voilà. Donc avant tout ça, donc 2015, qu'est-ce que vous étiez déjà dans la partie Oui. J'ai été pendant une dizaine d'années technicien agricole pour le contrôle laitier et puis je faisais des missions pour le syndicat caprin de Savoie et de Haute-Savoie.
Donc voilà, c'est vraiment une partie que vous connaissez sur le bout des doigts, hein, si on peut dire. Ouais, après on a toujours des surprises, mais Oui, après on apprend, hein, comme on quand apprend on est toujours, sur le terrain, bien sûr, on apprend tout le temps. Ou alors c'est que on n'est pas au bon endroit si on n'apprend pas, je pense. Hein, ça c'est mon avis. Et donc vous étiez dans ce milieu et puis vous avez eu cette opportunité de reprendre. Vous n'êtes pas tout seul ? Non, du coup là j'ai une salariée qui est avec moi, qui travaille avec moi depuis 1 an. J'ai commencé tout seul, alors c'était assez compliqué pour tout faire le travail. Oui. Mais du coup voilà, maintenant ça va mieux et c'est plus ça va mieux quoi. D'accord. Et vos chèvres, elles sont donc en extérieur, comment ? Après on a assez peu de surface. Nous, on a un système, en fait, on n'est pas sous contrainte d'AOC ou quoi que ce soit, vu qu'on fait du lactique. Mais par contre, on fait un effort particulier au niveau de l'alimentation. Donc, on achète 100% de foin local, Oui. donc aux voisins, du foin qui est produit dans l'Albanais. Mhm. Et on achète des céréales qui sont agréées Aftalp, en fait, qui sont agréées pour les fromages de Savoie, type Reblochon, type Tom d'Ébauche, etc. D'accord. Donc c'est des céréales qui sont produites en région Rhône-Alpes, pas forcément qu'en Savoie parce qu'il n'y a pas énormément de surface pour faire des céréales. Mhm. Mais voilà, on fait attention à ce qu'on leur donne à manger pour avoir après du fromage de qualité. D'accord. Justement, donc ensuite le lait, il passe dans votre laboratoire. C'est ça. Donc en fait, on a du lait, on va refroidir le lait de la traite du soir. Ah, vous refroidissez le lait, d'accord. On va refroidir le lait de la traite du soir à 4 degrés. Après, on va le mélanger avec le lait du matin. On va obtenir un lait qui va être à peu près à 20 degrés. D'accord. À ce moment-là, on le transfère dans notre fromagerie ou dans la pièce où on fabrique. On va laisser le lait fermenter pendant 1 heure ou 2. Et dès qu'il aura atteint une acidité suffisante, on va mettre la présure. La présure, en fait, c'est... comment expliquer ça ? C'est un extrait de caillette de cabri. Mhm. Là, comme ça vous parle pas, mais c'est un produit qui permet de... Qui va permettre de faire avancer le... il va pas permettre de faire avancer la fermentation, il va permettre de transférer le lait de l'état liquide à l'état solide. D'accord. Et du coup, sur 24 heures. Et 24 heures après, en fait, on a le lait qui s'est transformé en ce qu'on appelle le caillé. Mmh. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on va le mouler. On va le mouler en différentes formes. En forme pour faire des petits crottins, des frais, des mi-secs. Mmh. On va avoir d'autres moules pour faire par exemple des bûches cendrées. Et après, avec ce caillé-là, pour faire un autre produit qu'on fabrique, c'est le tarentais. On va mettre le caillé dans une grande toile en coton. Qu'on va serrer plus ou moins et le caillé va s'égoutter 24 heures de plus dans cette toile en coton. Il faut qu'on maîtrise le serrage de la toile pour avoir une texture assez consistante. Donc ça va presser, à vrai dire. C'est ça, voilà. Et le lendemain matin, on va saler dans la masse et on va mouler le caillé dans des moules spéciaux pour obtenir le tarentais. D'accord. Qu'est-ce que saler dans la masse, c'est-à-dire Saler dans la masse, c'est le contraire de saler en surface. C'est-à-dire que pour les autres fromages, on sale par-dessus. Oui. D'accord. Au retournement et au démoulage, alors que pour le tarentais, on sale dans la masse. Voilà. On a une espèce de mixture qu'on va saler, qu'on va mélanger avec du sel à l'intérieur avant de mouler. Donc c'est une production de lait, de fromage, donc toute l'année que vous avez. Toute l'année, c'est puisque ça. Puisque vous avez vos chèvres. Comment vous avez dit qui mettent bas à deux périodes différentes. À 2 périodes différentes. Une large gamme de fromages, donc frais, mi-sec. Donc là où on a un petit assortiment ce soir, vous pouvez nous parler un petit peu des fromages là, le petit crottin qui est tout blanc, c'est du frais, qui est déboulé d'aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment un fromage, on insiste sur l'aspect tout frais. Donc c'est du frais. C'est du frais, voilà. Légèrement salé. Voilà, légèrement salé. Nous, on sale pas trop pour pas trop dénaturer le fromage. Bien sûr. On préfère que les gens, s'ils trouvent ça pas salé, rajoutent un petit peu de sel. Oui. Plutôt que s'il est trop salé, c'est plus compliqué, quoi. Avec ces frais, on fait différentes sortes d'enrobés. Là, j'ai ramené un enrobé échalote. On fait également bruschetta, donc c'est plutôt tomate, poivron, un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon.
Donc c'est un peu le même fromage qui est enrobé. Voilà, c'est des fromages qu'on garde frais en chambre froide et après qu'on enrobe pour c'est des fromages donc que sur l'extérieur. Sur l'extérieur, tout à fait. Donc là, il y a échalote, on fait bruschetta, on fait le mélange italien. Donc italien, c'est tomates, poivrons, olives, herbes de Provence, origan, c'est un mélange assez complet. On fait ail et fines herbes. Et après, j'en ai pas amené, on a aussi du fromage de saison. On a un macaron à la figue. Oui. Donc en fait, c'est un fromage frais qu'on coupe en deux transversalement. Et dedans, on rajoute une préparation à la figue. Oui. Pas de la confiture, c'est moins sucré de la confiture pour pas dénaturer le fromage. Et en fait, chèvre... une petite compotée. Voilà, c'est ça, ouais. Figue et fromage de chèvre, ça va bien ensemble. Après, l'été, on a tourné avec du frais à la ciboulette. La ciboulette du jardin, on a un petit peu de ciboulette. Donc, on cisèle la ciboulette et on la mélange avec le caillé. D'accord. Avant le moulage. Donc, voilà. Et on a également au printemps du fromage à l'ail des ours. Ouais. Qu'on va chercher dans la forêt d'en dessous. Et sur le même procédé, on cisèle les feuilles d'ail des ours et on mélange dans la masse avec le caillé. Et l'hiver, on a un macaron avec de la crème de châtaigne, en fait. D'accord. Donc, vous appelez ça des macarons? Ouais, nous, on appelle ça des macarons parce qu'en fait, ça ressemble à des macarons. On prend le fromage, on le coupe en deux, transversalement. Ouais. Et voilà. Donc, ce fromage frais, donc ces macarons, si on les laisse, on les oublie. Alors, est-ce que ils vont devenir durs et consommables? Oui, bien sûr. Oui. Alors, nous, en fait, ces fromages frais, après, on les transforme en fromage mi-sec. Ah, d'accord. Ce qu'on appelle des mi-secs, on récupère le fromage frais, on le laisse une journée entière dans notre fromagerie, en fait, qui est chaude et humide. Oui. Et c'est ces conditions idéales pour que se développe dessus, je vais sortir un nom latin comme Corinne l'a fait tout à l'heure, le Geotrichum candidum. Le Geotrichum candidum, en fait, c'est le petit champignon qui pousse... Il l'a dit 2 fois. Hein. Ouais. Même 3, là, il va le redire 3 fois, je crois. Donc, c'est le petit champignon qui pousse, en fait, sur le fromage et qui fait cette croûte un petit peu crémeuse. Oui. Voilà. Et une fois qu'il a poussé dans la fromagerie, on le déplace dans notre pièce qu'on appelle le séchoir ou le halloir. On maîtrise l'hygrométrie et la température. Et à ce moment-là, il va se développer. Et le fromage va sécher un petit peu. On a un taux d'hygrométrie de 70%, une température qui est un peu plus basse, à 10-15 degrés. En fait, le fromage va sécher et en même temps, le Geotrichum candidum, ça fait 4 fois, va se développer. Donc voilà. Et nous, on les vend, comme a dit Corinne tout à l'heure, nous aussi, on vend à la COP de Saint-Ours et de Trévignan. Oui. Et comme ça, là-bas, en fait, ils ont une gamme de fromages très frais, une gamme de fromages mi-secs. D'accord. Et ce Geotrichum candidum, c'est le même champignon qu'on a sur le Tarentais. D'accord. Et sur aussi notre bûche cendrée. Là, on a également un fromage plus gros qui a pas trop... C'est celui-ci, le Tarentais. Ah, c'est celui-ci, ouais. D'accord. J'ai hésité. Mais... Donc, le Tarentais, il va avoir la particularité, vu qu'on l'a mis dans une toile en coton 24 heures de plus, il va être un petit peu plus dense à l'intérieur que du frais ou du mi-sec, mais il va rester crémeux à l'extérieur. Voilà. C'est un fromage qui est un peu plus typé chèvre, sans être trop fort non plus, mais voilà, c'est un fromage qui plaît beaucoup parce que il a un format différent et il a un goût assez prononcé. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est dans des fromages, comme on dit, de cabri ou non du fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Fromage de cabri, non. Je ne connais pas. Je sais pas, parce qu'on parle on parle aussi de lait de cabri. Alors je sais pas. Le cabri. Alors après, j'en ai ramené du cabri, mais le cabri fait pas de lait. Donc, d'accord. En fait, le cabri, il est entérine du coup. Le cabri, c'est le bébé de la chèvre. Ah, ok. Nous, on garde les femelles pour ce qu'on va appeler des chevrettes d'élevage, donc qui vont remplacer les mères. Et après, les mâles, on en garde quelques-uns pour la reproduction. Oui. Et pour la viande, alors. Et les autres, on les met de côté, en fait, pour la viande. C'est des cabris qu'on va élever pendant 2 mois et demi au lait et qu'on va après transformer en terrine ou en petit duo sec ou voilà, quoi. D'accord. On préfère garder, sur l'exploitation, moi, depuis le début, j'ai pris l'option de garder, en fait, mes cabris chez moi pour les élever
Après, traditionnellement, c'était plutôt un sous-produit de l'élevage. Ce qui est en train de changer en ce moment avec le syndicat Capran, on essaye de monter une filière pour valoriser les cabris. Oui. Et du coup, voilà, on valorise les cabris en terrine et en saucisson. On fait plusieurs sortes de terrines avec plusieurs goûts, génépi. Oui, donc rien à voir avec rien à voir avec du tout. J'ai appris des choses, donc c'est très bien. On parle beaucoup justement de cabri en Sardaigne, et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre ici où est-ce qu'on pouvait retrouver le cabri, on le retrouve pas en fromage, on le retrouve en terrine. Non, pas chez nous non plus, mais bon. Après, ce sont des traductions de mots qu'on peut confondre. Où est-ce qu'on vous retrouve on retrouve vos fromages donc à la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Oui. Et on vous retrouve aussi comment on peut acheter vos après fromages. Nous on travaille avec plusieurs petites crèmeries, une à Aix-les-Bains, au Bourget-du-Lac, plusieurs magasins à droite à gauche. Et puis c'est vrai, on travaille, on est sur le marché le vendredi soir à la Biole. Oui. Moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Du coup, j'avais pas trop le temps de faire beaucoup de marchés. Du coup, j'ai plutôt choisi un système de livraison, quoi. Donc après. Donc les gens vous téléphonent. Et ensuite vous livrez. Par exemple, ou le mieux, c'est encore de venir sur le marché à la Biole le vendredi soir pour trouver nos produits, qu'on discute un petit peu. Oui. Il y a beaucoup d'artisans qui ont de très bons produits sur le marché. Sur le marché, et du coup. Donc c'est une ambiance sympathique. Alors ce marché de la Biole. Oui. On prend le temps y retrouve tout, de vous rencontrer. Ouais. D'accord. Vous avez aussi quelques tables de restaurateurs. Ouais. On travaille avec le Châteauquet, donc c'est un petit restaurant qui est au Bourget-du-Lac. Oui. On travaille avec... qui est au château, c'est ça? Non, le Châteauquet, il est dans la rue commerçante du Bourget-du-Lac, en face de la mairie, près de l'ancien cinéma. D'accord. On travaille aussi avec le restaurant La Table des Bauges, qui est à la Biole. Oui. Et avec le grand restaurant, le Belvédère, qui est au sommet. À la Chambotte. À la Chambotte. C'est important de savoir aussi où on peut retrouver vos... Enfin, je trouve que c'est important d'en parler. C'est sûr. C'est une façon aussi de vous valoriser, parce que vous faites un travail remarquable, et c'est important de le dire, en tout cas, sans timidité. Voilà, où est-ce qu'on peut retrouver vos fromages donc c'est la ferme de Verte Colline, c'est donc à la Biole, et on vous retrouve notamment sur le marché. Et là, vous pourrez discuter avec Bertrand, et il vous donnera toutes ses adresses, et puis vous pourrez acheter ces fromages. Qu'est-ce que vous nous avez dit donc dans ce petit pot là avant de notre petite page musicale? Donc c'est du cabri qui est cuisiné. Donc, et ensuite mis sous bocal. Comment c'est? Du coup, en fait, c'est du cabri. On peut acheter ça aussi. Donc, c'est des petits plats que vous faites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du cabri. En fait, on a peaufiné la recette avec le charcutier des Salaisons du Caillon à la mode Servolex. Et voilà, on a essayé de réfléchir à la recette. Oui. Et puis de réfléchir à différentes options qu'on pourrait rajouter sur la terrine. Donc on fait génépi, ail des ours, on fait cèpe, on fait Beaufort. L'été on fait tomate basilic, et là c'est du nature que j'ai amené en déguste. D'accord. Donc c'est une terrine de cabri. C'est une terrine de cabri, voilà, avec des cabris élevés à la ferme. Ici. Après ça se développe de plus en plus, et il faut qu'on le développe, parce que c'est une viande qui est pas très connue, et pourtant qui est assez fine, qui se rapproche de la viande blanche. Souvent, on a peur que ça soit une viande qui soit forte, mais pas du tout, en fait. C'est une viande qui est très fine en bouche et agréable comme tout. Eh bien, nous, on mange ça à Noël chez nous, rôti, à vrai dire. Ça se fait pour Pâques aussi. N'hésitez pas à m'appeler pour Pâques. On se retrouve tout de suite, après une petite page de musique, avec Blandine Caillet. Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et on continue l'émission ce soir qui est vraiment passionnante avec des artisans, agriculteurs, viticulteurs. Donc on accueille Blandine Caillet du domaine des Anges qui est porte de Savoie au pied du granier. Donc on va parler de vin de Savoie, donc à consommer avec modération bien sûr. Et Blandine Caillet, donc vous êtes de la GEC Caillet. Vous êtes sur une 6e génération, c'est surprenant. C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le domaine des Anges, donc c'est une exploitation familiale. On travaille tous en famille. Donc je travaille avec mon papa Gilbert, Oui. mon grand frère Benjamin et mon petit frère Armand. Et donc on est tous co-gérants de la GEC Caillet. Et le nom de marque, donc c'est Domaine des Anges, c'est là que les gens nous connaissent sous le nom de Domaine des Anges. C'est le nom sous lequel on peut retrouver nos vins de Savoie. On peut vous retrouver. Voilà. D'accord. Et donc on est la 6e génération à faire du vin. Puisque on a un cellier donc familial qui date de 1876 au-dessus du lac de Saint-André, donc sur la commune de Porte-de-Savoie. D'accord. Et c'était là qu'avant mon papa travaillait donc tout seul, il vinifiait ses cuvées à cet endroit, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Et nous on a voulu donc il y a 5 ans maintenant, donc en 2016, on a voulu développer la vente en direct de bouteilles, parce que notre papa en faisait pas spécialement, il vendait en vrac. En vrac, exactement, ça. voilà. D'accord. Il était tout seul, il avait 2-3 hectares de vignes, donc il voulait pas forcément développer plus la bouteille, c'était compliqué. Et nous, on s'est dit, ce serait bien de valoriser un petit peu plus ce qu'on fait, parce que finalement, c'est notre vin, on le vinifie, on travaille la vigne. Et donc, on a voulu développer la bouteille. Et ça tombait que le domaine des Anges, anciennement tenu par la famille Angelier, d'où le nom Ange. Oui. Donc c'était 2 frères qui prenaient leur retraite. D'accord. Et donc ils avaient une superficie de vignes à laisser en location, des bâtiments à laisser en location. Et on s'est dit, allez, c'est le moment d'augmenter la surface et ça va nous permettre de nous installer sur ce créneau-là. Toujours en famille, voilà. Toujours en famille, voilà. Toujours en famille. Notre père va bientôt prendre sa retraite, mais je pense qu'il va toujours être dans les parages pour nous donner des petits conseils. Bien sûr. Après, c'est vrai que nous, on va dire qu'on est un peu tombé dans les cuves quand on était tout petit. On a pas fait des écoles dans le vin, en fait. On s'est formé vraiment. Ça a été de la transmission de génération en génération. On a appris à travailler la vigne avec notre père, avec notre grand-père. À l'époque, c'était encore les anciens tonneaux en bois, le pressoir à clic-clac à l'ancienne. On mettait les pieds dedans pendant les vendanges et allez, on écrasait la vendange. Alors que maintenant, c'est plus du tout ça. On s'est équipé, on a un pressoir pneumatique pour éviter de justement abîmer la vendange et de la triturer. Donc vous avez combien d'hectares de vignes? Alors là, on a 15 hectares de vignes maintenant. 15 hectares. Et donc on est sur 3 communes. Donc on a des vignes sur Porte-de-Savoie, sur Apremont et sur Saint-Alban-l'Ès. D'accord. Et donc sur Saint-Alban-l'Ès, on a des vignes sur Montermino, donc la Roussette en cru Montermino. Donc Montermino, c'est un petit lieu-dit de Saint-Alban-l'Ès. Oui. On n'est que 4 exploitants sur ces coteaux-là. C'est vraiment des toutes petites superficies. Nous, on fait 1000 à 1200 bouteilles de Montermino par an. Et c'est des coteaux à 60% avec des sols très argilo-calcaires. On travaille tout à la main et c'est très ensoleillé. Et l'Altesse, donc qui est le cépage de la Roussette de Savoie, ça adore ces coteaux. Ça donne des produits très fruités, un côté assez poire confite, pomme au four, assez doux. Et les gens en raffolent beaucoup. C'est encore pas trop connu, Montermino, ça va le devenir parce que c'est des produits top. Mais c'est vrai que nous, c'est ça, les gens viennent le chercher, ça part comme des petits pains, quoi. Votre parcours à vous, Blandine? Alors, j'ai fait des études de commerce, de commerce international. Après, je suis partie dans les chevaux. Oui. Parce que j'étais passionnée aussi de chevaux depuis que j'étais toute petite. Donc, je me suis dit, j'ai envie de voir un petit peu autre chose avant de me lancer avec mes frères et mon père. Donc, j'ai passé un BPGEPS équitation pour enseigner.
Et donc j'ai enseigné pendant 2-3 ans. Je continue toujours un petit peu à mes temps perdus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant avec l'exploitation. Et après, j'ai rejoint mes frères à la suite de ma vadrouille entre les chevaux et le commerce. D'accord. Tout de suite, il n'y a pas eu de le fait que vous soyez une femme. Comment ça a été perçu un petit peu dans votre entourage? Il y a eu de la difficulté. Souvent, on a des métiers comme ça, justement, qui sont des métiers d'hommes. Il faut le dire, il faut pas le cacher. On n'a rien contre ça, mais on peut en parler librement, et en tout cas, heureusement. Oui, alors moi, j'ai pas ressenti spécialement de difficultés parce que c'est vrai que on a été bien plongé là-dedans. Par votre frère, par votre grand-père. Ouais, c'est ça. On a vraiment suivi. Des fois, j'ai des clients à la cave qui me disent « Ah, mais ça vous dérange pas d'accueillir pour servir le vin? C'est quand même un métier un peu d'homme. » Et je leur réponds « Mais non, pas du tout. » Enfin, je veux dire... on replace les choses naturellement et il y a pas de souci. Après, ce qui est bien aussi, c'est que on est assez complémentaires. Oui. Mon père et mon grand frère sont beaucoup sur tout ce qui est vinification. Mon petit frère, c'est toute la conduite de nos engins, les tracteurs, tout ce qui est engin. Il adore la mécanique. Et moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est la cave, l'étiquetage, l'embouteillage, la commercialisation, la livraison, le démarchage, les salons, enfin tout le pactole, quoi. On remarque justement cette féminité sur vos étiquettes, je trouve. Oui, alors on les a refaites justement il y a tout juste un an. On voulait un petit peu les moderniser, avoir un esprit de gamme. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir le côté montagne pour garder le côté un peu terroir de la Savoie, la croix de Savoie bien sûr. Oui. Et après, on aimait bien le côté fleurs, nature, le petit papillon, c'était pour donner un petit mouvement à l'étiquette. Et c'est vrai que peut-être, j'avoue, il y a une touche de féminité. Eh bien, il n'y a pas de quoi ne pas le dire, puisqu'elles sont magnifiques en tout cas. C'est gentil. Vous êtes donc adhérent au CIVS, qui est notre partenaire également, qui est le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Et ils nous ont justement mis en relation, parce que vous avez aussi une chose un petit peu, que d'autres n'ont pas, par rapport à ceux qu'on a pu jusqu'à présent aussi rencontrer. C'est une agriculture labellisée, que vous m'avez dit, donc HVE, haute valeur environnementale, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut, donc c'est une agriculture raisonnée, en biodiversité, on peut approfondir un petit peu ce sujet qui justement nous intéresse. Les auditeurs nous ont aussi réclamé de savoir ce que c'était que cette agriculture raisonnée, soit de la biodynamie ou de la biodiversité. Donc vous êtes ce soir justement à notre table aussi pour nous éclairer là-dessus. Alors, le label HVE, donc c'est une certification d'État. Il faut faire des dossiers comme tout label pour l'obtenir, et donc on est contrôlé. Nous, l'idée, c'était qu'on travaillait déjà en agriculture raisonnée. Et à chaque fois, on nous posait la question: est-ce que vous êtes en bio? Est-ce que vous faites attention? On avait beaucoup de questions sur tous les traitements dans les vignes. C'est vraiment la question actuelle. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui nous disent est-ce que vous traitez? Combien de fois? Et on s'est dit il faut vraiment que on trouve un label qui permette de dire aux gens on fait attention à l'environnement, on fait attention aux rivières qui sont à côté de nos vignes, on fait attention à l'enherbement dans les vignes. On met le moins de produits phytosanitaires, le moins d'intrants possible. Oui. Et ce label-là, c'est vraiment celui qui correspondait à nos attentes, sans dire d'aller forcément sur le label bio, parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est cher financièrement aussi. Peut-être, je sais pas, un jour on y viendra. Mais c'était déjà dire on a un label qui est encadré, qui donne les choses et qui est encadré. Et donc on a été labellisé, là c'est tout récent, au mois de juin, donc on a eu le contrôle. D'accord. Et
Et voilà. Ouais, c'est super. Et donc, C'est super. l'ensemble de l'exploitation est certifié haute valeur environnementale. Donc, on fait du vin, bien sûr, c'est la plus grosse partie, mais on a aussi des sapins de Noël. Oui, alors ça, on en justement, on en parle juste un petit peu après. Okay, on va continuer sur justement vos cépages. Oui. Qu'on va, bon, l'heure tourne, mais on va déborder un petit peu. C'est pas le verre qui va déborder, c'est l'émission ce soir un tout petit peu. Je voulais qu'on revienne sur les cépages. On parlera après de vos deux autres produits entre guillemets ou savoir-faire. Donc on a donc la jacquère, on a le chardonnay, qu'on peut boire en apéritif avec un poisson en sauce, c'est qui ça, est très bon parfum également. La ligotée aussi, qu'on en trouve très peu en Savoie. J'ai vu ça. Donc vous faites ça, s'il est en fût de chêne aussi, le vôtre, ou il y a les deux? Alors on a 3 cuvées d'aligoté. Il y a 3 cuvées, voilà. D'accord. Donc au total, il y a 13 cuvées. Il y a 13 cuvées au total, et en aligoté, on a 3 cuvées. 3 cuvées, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc la cuvée un petit peu phare du domaine, on va dire, c'est celle qu'on appelle le plaisir des anges. Oui. Et donc ça, c'est une cuvée 100% aligotée. Donc la ligotée, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un cépage à la base qui est bourguignon. Oui. Et nous, on en a un petit peu en Savoie, donc c'est ça qui fait, on va dire, la spécialité du domaine, parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a 4 hectares et on en cultive 2 hectares, nous. Donc on a la moitié de la ligotée de Savoie. D'accord. Et en fait, pourquoi de la ligotée en Savoie? C'est des échanges qui avaient eu lieu à l'époque entre les moines du monastère de Montmélian et les moines du monastère de Beaune. Oui. Ils s'étaient échangés des cépages, et donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'aligoté qui arrivait en Savoie. D'accord. Après, ça s'est pas plus développé parce que c'est pas forcément le cépage local et typique comme la jacquard, mais c'est vrai que ces vignes-là sont restées. Donc la ligotée en fût de chêne aussi, qu'on peut justement déguster avec les produits de Corinne. Tout à fait. Donc la ligotée en fût de chêne, donc c'est la même cuvée à la base que le plaisir des anges, sauf qu'on laisse travailler le vin 1 an en fût de chêne. Et donc, ça lui donne un petit côté un peu boisé, beurré, gras, et c'est super sympa avec tout ce qui est escargot, persillade, omelette, poêlée de champignons. C'est vraiment celui qu'on conseille. Après, on a donc l'Altesse, voilà. Aussi. Alors l'Altesse, donc là, on est sur une roussette de Savoie. Oui. Donc c'est la roussette crue Montermino qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc on en a, où il y en a peu, Exactement. Voilà. C'est donc des coteaux au pied du nivolet. Au pied du nivolet. D'accord. Donc là, on accompagne un peu plus les foie gras, des plats épicés. Foie gras, noix de Saint-Jacques. J'entendais tout à l'heure Bertrand, c'est ça? Oui. C'est ça. Qui nous parlait de son petit macaron figue. Oui. Ce serait top avec la roussette de Montermino. Dommage. Mais je me suis dit, je pensais aux accords en même temps que tu nous expliquais les fromages. On va revenir au pire. Voilà, exactement. La roussette de Savoie qu'on va déguster dans un petit moment. Il y a également des rouges aussi, Gamay, Mondeuse, un petit rosé aussi que vous avez issu du Gamay, c'est ça? Voilà, le rosé du plaisir. On essaye de mettre des noms de cuvées un petit peu originaux. Voilà, on a le plaisir des anges. On a le plaisir des anges, on a la séduction, c'est un Apromont vieille vigne de la jacquère. Donc là vraiment on a cette touche féminine avec Blandine Caillet du domaine des anges. Donc on en a parlé un petit peu, vous avez aussi une exploitation agricole qui est sur des sapins de Noël, et vous avez aussi des vaches allaitantes, et ça c'est du côté de sur la Tuile, puisque vous êtes originaire de là-bas. Donc les gens peuvent commander leur sapin de Noël, c'est ça? Oui, alors là, ce qu'on fait en général, soit pour les sapins de Noël, vous pouvez nous retrouver au marché d'Aix-les-Bains, oui, à la période de Noël au mois de décembre. D'accord. Ou au marché de Chambéry aussi. Oui. Et sinon, on va faire, alors la date elle est pas encore définie, mais on va faire un samedi après-midi donc au domaine des Anges à Porte de Savoie. Oui. Où là les gens pourront venir chercher leur sapin, et on fait un vin chaud, goûter de Noël, papillotes, gâteaux et vin chaud, et les gens récupèrent leur sapin. Par contre, c'est sur commande, donc il faut bien commander les sapins à l'avance. D'accord. Donc sur commande, où est-ce qu'on retrouve vos vins?
Alors vous avez donc votre cave qui est donc c'est sur rendez-vous par contre. On fonctionne sur rendez-vous pour l'instant, donc les gens peuvent soit nous envoyer un mail, soit par appel, c'est encore le plus simple. On peut laisser une coordonnée d'appel justement à l'antenne. Oui, alors c'est le 06 89 05 07 41. Donc 06 89 05 07 41. Donc pour commander les vins de la GEC Cayet, le domaine des Anges. On vous retrouve également sur un salon qui aura lieu à Sévrier au mois de novembre, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est le samedi 13 et dimanche 14 novembre. C'est le complexe d'animation de Sévrier et il me semble que c'est la 22e édition si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc voilà, c'est Blandine Cayet qui est venue ce soir représenter le domaine des Anges, qui est donc porte de Savoie, que vous pouvez donc retrouver directement à leur cave ou par téléphone. Vous avez aussi sur les réseaux sociaux. On a aussi sur le site, il y a la boutique en ligne. Oui. Donc les gens peuvent commander les cartons par la boutique en ligne. Après c'est sûr que c'est toujours plus convivial de venir déguster à la cave. Oui, mais je vous l'accorde. Pour les fêtes, c'est vrai qu'on pourra peut-être pas forcément aller de partout parce que si on doit aller à la Biole, puis ensuite à l'Escargotière. Donc c'est vrai que de commander en ligne après d'avoir des livraisons en proximité, c'est idéal. Donc on peut rappeler le site internet. Oui, Blandine. Alors le site internet c'est domaine-d-ange.com. Et c'est au pluriel, hein? Tout au pluriel, oui. Domaine-d-ange au pluriel.com. Sinon, vous retrouverez toutes les coordonnées sur notre page Instagram. Il y a du terroir sur la table. On parlait également tout à l'heure avec les escargots pendant la petite pause musicale et Corinne nous disait également qu'elle avait des escargots à venir avec de l'ail des ours. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au mois d'avril, on a eu pas mal d'ail des ours, donc on a aussi instauré d'autres recettes, du beurre à l'ail des ours qui va revenir au mois de décembre. Et Blandine, quel vin justement avec ces escargots à l'ail des ours, par exemple ? Alors, je l'ai pas amené, mais je mettrais plutôt un abîme. Les abîmes, donc c'est pas jacquère parce que ça a un côté assez vif et minéral, un petit côté un peu agrume, donc je pense que ça peut bien matcher avec les escargots l'ail des ours. Ouais. Eh ben, quelle émission ce soir, on s'est bien régalé, moi en tout cas j'ai découvert pas mal de choses, Bertrand. Donc on prépare les fêtes de Noël avec tous ces bons produits locaux. Donc je rappelle rapidement l'escargot de Droisette. On a également donc le domaine des Anges au niveau des vins, et puis donc nos fromages de la ferme Verte Colline à la Biole. Donc merci à vous d'être venus ce soir. Pour ma part, cette fois-ci, c'est bien dans 15 jours qu'on reprend le rythme avec des invités passionnants et leurs produits d'ici à découvrir. Retrouvez-nous donc sur la page Instagram. On a également des replays sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. Je vous souhaite à tous une belle semaine sur Radio Grand Lac et je vous embrasse. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1.